Où ils vont? Alors maintenant, je vous propose d'accueillir Julien Etienne, Sales Enablement Manager France and Bilux Xerox Tech Team Member, qui va nous parler notamment de l'art de rendre la technologie simple et accessible au plus grand nombre. Tout un programme. Bonjour à toutes et tous. Donc on va déjà faire un petit tour voilà, dans l'histoire des choses. Je pense que Xerox, vous en avez toutes et tous entendu parler pour ces choses-là. Ces choses-là, dans la transformation digitale, elles ont plutôt mal, en fait, et on utilise de moins en moins de papier. Et puis, ces choses-là, on ne fait pas que ça, en fait. Et ça, par contre, on est beaucoup moins connu pour tous les autres terrains de jeu que l'on a. Et puis ça, c'est une petite timeline, voilà, avec quelques points d'innovation où en fait, dont on s'est occupé, dont on est les papas. Où voilà, il y a eu le premier ordinateur personnel, l'Alto, qui a été créé en 73 par Xerox, le fameux WYSIWYG, What You See is What You Get, qui a été créé un an plus tard, des histoires d'interface graphique dont Steve Jobs a pu profiter pour quelques poignées de dollars rapidement après, des histoires de Natural Language Processing dès 1979, le premier concert broadcasté sur Internet en 1993, du papier électronique réutilisable, etc. Et en gros, on est toujours dépositaire d'environ 1000 brevets par an. Depuis le début de la création de notre Xerox PARC, Palo Alto Research Center, qui est un des éléments fondateurs de la Silicon Valley. Si on revient aujourd'hui, après voilà, cette petite incursion historique, aujourd'hui on se rend compte d'un truc, c'est que l'environnement de travail a beaucoup changé, encore plus avec ce qui nous est arrivé dernièrement en pleine tête qui s'appelle le Covid. Et puis on a de la numérisation, de la collaboration, de la gestion de contenu, de l'automatisation et puis de l'optimisation des flux de travail qui sont régulièrement au cœur de nos problématiques professionnelles. Et comment la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce que je fais pour optimiser tout ça et puis rendre le travail plus efficace et plus agréable à tous les utilisateurs dans l'entreprise. Si on regarde ce que le numérique a également changé dans le fonctionnement de l'entreprise, on se rend compte que la relation client a été profondément modifiée et que le client participe désormais beaucoup plus à la conception, à la promotion, à l'amélioration des offres, qu'au niveau de l'organisation, elle est beaucoup plus efficiente, à l'écoute collaborative, interconnectée, transversale et agile, que l'écosystème est bien plus ouvert. On en a parlé encore il y a 2 minutes d'open innovation, voilà, qu'elle fait la part belle à de nouveaux usages et qu'on se base beaucoup plus sur la technologie également. Et puis que l'offre ne vise plus simplement à vendre mon produit une fois pour toutes et puis basta, mais qu'on vise à la satisfaction, à la fidélisation client et puis à l'amélioration continue également. Quelques petits changements qui vont perdurer avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Il va y avoir clairement les modèles de télétravail et travailleurs hybrides qui vont perdurer. Et donc pour 53% des entreprises que l'on a pu sonder, ça va être des nouvelles méthodes de travail acceptées. Il y a 80% des PME qui dépendent de l'innovation pour maintenir leur avantage concurrentiel et puis leur activité dans un monde en changement constant, au principe du monde VUCA, etc. Je ne reviendrai pas dessus. 40% des travailleurs qui pensent que l'automatisation des tâches et des flux de travail répétitifs sera omniprésente. Et puis 38% qui pensent que les espaces de travail deviendront de plus en plus interconnectés et intelligents. La question qu'on s'est posée chez Xerox devant tous ces constats, c'est qu'est-ce qu'on fout avec nos photocopieurs au milieu de tout ça. Et on a pris exemple en fait
sur un exemple bien connu qui est le smartphone. Un smartphone, on va faire une petite comparaison, si on lui retire les applications, en gros, c'est pas génial. Un smartphone, ça me sert à téléphoner, à envoyer des SMS, des MMS, waouh, quelle modernité, à peu près à toute la planète, dans toutes les langues. Mais ça ne me sert pas à grand chose de plus. Un smartphone avec des apps, d'un seul coup, ça devient un GPS, un bureau mobile, un coach de fitness, une plateforme média, une plateforme de présentation, un outil de suivi business, une télécommande, un babyphone, enfin une console de jeu, plein d'autres choses. Et les statistiques le disent par elles-mêmes. De toute façon, on utilise 85% du temps notre smartphone pour autre chose que de téléphoner. Donc on a appliqué exactement cette même recette en fait à ce que l'on appelait dans le bon vieux temps un photocopieur. Et un photocopieur, si on regarde cette chose qui prend souvent la poussière dans un coin de l'entreprise, bah, ça sert à faire des photocopies, à envoyer des fax, à imprimer et puis à scanner, mais pas à grand chose de plus. Et ça sert surtout de moins en moins au fur et à mesure où le monde se digitalise. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est d'appliquer la même logique et de transformer nos photocopieurs bêtes et méchants en photocopieurs intelligents. Pour les rendre intelligents, ce que l'on fait, c'est qu'on les interconnecte tout simplement à l'écosystème digital de nos clients. Et pour ce faire, n'importe quelle entreprise a un CRM, a un Microsoft Teams, un espace de stockage cloud, etc. Et n'importe quelle entreprise, même si la digitalisation avance à grands pas, utilise encore beaucoup de documents sur papier, que ce soit au niveau de ses archives ou au niveau même des documents usuels dans la vie de tous les jours. Et donc on peut peut-être transformer ces documents, les digitaliser, et par l'intermédiaire d'un scanner que l'on a sur nos multifonctions, et puis les intégrer directement là où ils doivent se trouver au sein de l'écosystème informatique de l'entreprise. Et donc on a réussi à transformer notre bon vieux photocopieur des cavernes en gestionnaire de formulaires intelligents, en machine pour faire des impressions mobiles où j'arrive et je me connecte avec mon smartphone directement dessus. Il peut faire des résumés de texte automatiques grâce à l'intelligence artificielle où je vais lui donner à manger un document de 40 pages dans le chargeur et puis je vais ressortir avec 2 pages de résumé automatique qui vont me permettre d'appréhender beaucoup plus vite un sujet qui pourrait être long à comprendre. Je vais pouvoir faire de la traduction automatique de documents, je vais pouvoir le transformer en véritable machine à affranchir du courrier pour beaucoup moins cher et puis avec une empreinte carbone beaucoup moindre que si j'allais à la poste, etc., etc. Donc ça, c'est le commencement. En fait, on a commencé à bosser là-dessus en 2013. Et puis, comment est-ce qu'on construit tout cela? Parce qu'il faut aller chercher les idées. On croit également qu'il est super important d'écouter le terrain, d'écouter nos clients, d'écouter nos partenaires, où Xerox, en fait, ça repose sur un réseau de vente indirecte. Il y a 80% du réseau de notre réseau de vente qui sont des concessionnaires et qui sont au contact tous les jours des clients. Et donc, l'un de mes rôles clés chez Xerox est d'écouter tout simplement ce qui se passe sur le terrain, les problématiques métiers de nos concessionnaires et de leurs clients finaux, et puis derrière, de co-construire, de co-créer des nouveaux produits. Ça peut être des produits qui vont adresser une large frange de public, ou ça peut être des produits qui vont adresser des besoins très spécifiques, et où dans ce cas-là, on va plus être dans le domaine de la haute couture, à faire des applications personnalisées, ce qui nous arrive également. Et puis derrière, on arrive forcément à des logiques de customisation, et pour ça, en fait, on a monté un écosystème autour de notre photocopieur connecté, avec des entreprises qui sont capables de programmer, des partners et différents acteurs. Une fois que ces préceptes ont été appliqués dans la vraie vie, je vous ai choisi 2 petits exemples pour illustrer ce qu'on a fait. Par exemple, sur l'application qui me permet d'envoyer des lettres recommandées électroniques directement depuis mon multifonction, ça c'est un workflow de ce qui se passe avant, dans le monde d'hier, quand j'ai besoin d'envoyer une lettre recommandée. Avouez qu'il y a quelques étapes
des étapes qu'on n'a pas envie de subir, il n'y a pas d'autre mot. Moi, aller faire la queue à la poste ou même descendre à mon service courrier pour donner un bout de papier, savoir que celui-ci va mettre grosso modo 48 heures, voire 72 heures à arriver au destinataire, que je vais devoir encore attendre par derrière pour avoir mon accusé de réception, etc. En 2021, pour moi, c'est poubelle, c'est la préhistoire. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, en se creusant un petit peu la tête, c'est réduire ces 72 heures de temps à peu près 5 minutes chrono si tout le monde est derrière son écran au bon moment, avec en plus de la valeur ajoutée, puisque ce qui va se passer, on va déjà premièrement réduire les coûts, où je vous rappelle juste comment ça fonctionne, une lettre recommandée par la poste, ça fonctionne au grammage papier. Et souvent, ce que l'on envoie en recommandé sont des lourdes liasses de documents administratifs. Voilà, et les prix commencent à 5,70 € et s'envolent très vite à 10, 15 € si on a quelques centaines de grammes à envoyer. Donc, premièrement, la réduction des coûts. Le gain de temps, puisque je compresse le temps et que mes 72 heures deviennent 5 minutes chrono. La réduction de l'empreinte carbone aussi, où je vais éviter de moi-même me déplacer en voiture jusqu'au bureau de poste. Ensuite, je vais éviter tous les camions qui vont au centre de tri postal, qui vont à mon destinataire, etc., etc. Même si les postiers ont des vélos pour certains. Enfin, ça fait quand même plus d'empreinte carbone. Je vais ensuite avoir un gain en termes de fiabilité, où j'ai une traçabilité qui est améliorée, où la poste, ou tout acteur traditionnel, en gros, vont remettre le courrier à la personne qui leur ouvre la porte chez le destinataire, sans s'assurer que ce soit le bon destinataire. Quand on sait qu'une lettre recommandée est une valeur légale probante devant un tribunal, moi ça me pose souci. Et si j'envoie une lettre recommandée et que c'est la grand-mère du destinataire qui la signe, eux ça ne leur pose pas de problème. Moi légalement ça me pose un énorme souci. Donc la lettre recommandée électronique permet aussi une traçabilité améliorée, une fiabilité. Et puis on a un taux d'ouverture sur une lettre papier recommandée de 92% versus 99% sur une lettre recommandée électronique. Et puis le dernier point, c'est qu'on conserve toute la valeur juridique où il y a des histoires de réglementation EIDAS au niveau européen et je peux même passer les frontières grâce à ma lettre recommandée électronique en conservant la valeur juridique qu'une lettre recommandée traditionnelle pourrait avoir. Donc ça, voilà, c'est un premier petit exemple de ce que l'on a mis en œuvre pour transformer notre photocopieur et lui donner un peu plus de valeur ajoutée. Le deuxième exemple, on va faire un jeu. On va faire un petit jeu où voilà, c'est à peu près ma pomme en photo. Et là-dessus, il y a une vraie carte d'identité et une fausse carte d'identité. Savez-vous reconnaître où est la vraie de la fausse ? On va dire que, allez, ceux qui pensent que la vraie est à gauche, lèvent la main. Ok, on a à peu près la moitié en gros. Donc logiquement, l'autre moitié, à moins que vous ne sachiez pas, doit lever la main pour la droite. Voilà. Dans tous les cas, ça veut dire que je viens d'arnaquer 50% de l'auditoire avec une fausse pièce d'identité. Quand on est dans un monde professionnel, ça peut être dramatique. Je suis vendeur concessionnaire d'Aston Martin, au hasard, voilà, ou de toute autre marque de voiture prestigieuse. Je vends un bien immobilier qui coûte un peu plus qu'une baguette de pain. Si je me fais fournir une fausse pièce d'identité, ou tout simplement je remplis un dossier de leasing, si je me fais fournir une fausse pièce d'identité, les conséquences sont dramatiques, où en gros, mon dossier est faux, va être rejeté par derrière, je vais avoir des suites juridiques, voire pire, la personne va être partie avec le bien que je lui ai vendu, et je vais pas être capable de le retrouver, et je me fais arnaquer. Voilà. Donc pour info, la vraie carte d'identité est celle qui est sur la droite. Les avantages de mettre en place à travers un simple scanner en fait de photocopieur ce microservice documentaire, on va l'appeler comme ça, c'est tout simplement que je vais réduire mes risques de fraude, que je vais pouvoir gagner du temps aussi puisque ça se passe en 1 minute chrono sans avoir à bouger mes fesses de derrière mon bureau, que je vais pouvoir automatiser également la saisie de toutes les informations qui sont scrutées sur ma carte d'identité en quelques secondes et les redéverser
dans n'importe quel outil de gestion de dossier client, par exemple, par derrière, puisque c'est apaisable, on peut s'interconnecter. Je vais pouvoir réduire les risques d'erreur de saisie également, puisque malheureusement, on sait tous, quand on a un peu d'expérience dans l'IT ou le digital, que les risques d'erreur se trouvent souvent entre la chaise et le clavier, autrement dit sur l'utilisateur final qui va saisir des données erronées. Et puis, l'autre avantage, c'est que j'ai un rapport détaillé immédiat, et qu'en gros, on va me fournir tout simplement un certificat avec un pourcentage de chance de validité de mon document d'identité. À partir de ce moment-là, je suis apte à choisir si je prends le risque d'accepter cette pièce d'identité, ce document, ou si j'avertis la personne en face ou un interlocuteur voilà, autre que je me retrouve face à un cas délicat avec une fausse pièce d'identité. Ça marche avec les pièces d'identité françaises, passeport, permis de conduire, et puis ça marche en fait avec ces différents documents dans plus de 40 pays à travers le monde. Un constat que l'on fait aussi dans ce monde qui se digitalise plus rapidement que prévu, c'est qu'on part maintenant plus au travail, mais en fait, grâce au digital, c'est plutôt le travail qui vient à nous. Et c'est génial, on a des stockages cloud pour nous aider, mais j'ai de plus en plus de doutes, et on a de plus en plus de doutes chez Xerox, que seuls les stockages cloud suffisent. On a aussi de plus en plus de doutes que chaque travailleur en home office va être équipé d'un multifonction Xerox pour l'aider à faire ces tâches du quotidien pour lesquelles on s'est investi dans les applications. Et donc, ce que l'on a décidé de faire, en fait, c'est tout simplement de faire sortir les petites applications qu'on a créées initialement pour nos photocopieurs et de les faire sortir de ceci pour faire des applications en fait, qui sont device agnostiques, qui peuvent fonctionner sur un smartphone, sur un PC, sur un Macintosh, sur un multifonction Xerox si on le souhaite, et qu'on peut donc utiliser de partout. Et donc ça nous permet typiquement, encore beaucoup de gens prennent des notes manuscrites pendant des réunions, pendant des meetings, et on s'aperçoit que c'est une galère quand il s'agit de transmettre ces notes manuscrites à des collègues, à des interlocuteurs, des clients. Ce qui se passe en général, c'est que je vais ressaisir dans mon Word ou dans mon email ces notes manuscrites à la main et que je vais perdre un temps précieux. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable désormais de reconnaître l'écriture manuscrite, de la transformer en document Word par exemple, et de pouvoir la transmettre efficacement quelques secondes plus tard à mes interlocuteurs, à toute la planète si je souhaite. C'est un des premiers microservices documentaires que l'on a mis en place. Ensuite, on se retrouve souvent en difficulté avec des documents qui sont sur source papier et où on n'a pas les originaux digitaux. Et que faire avec ces documents quand je dois en extraire de l'information qui est super importante? Plusieurs solutions. D'habitude, je vais retaper mon document et pareil, je vais perdre un temps précieux. Ou si j'ai un PDF, ce que l'on appelle full text, je vais faire des copier-coller dans tous les sens, mais je ne vais pas conserver ma mise en forme de document. Et où en gros, je vais encore perdre un temps précieux. Qu'est-ce qui se passerait si, à partir d'un document scanné, je peux faire ce qu'on appelle une ossérisation, donc le récupérer en texte digital, dans un document éditable, un fichier au standard Microsoft Office par exemple, et où je peux le transformer tout en conservant sa mise en page. C'est un autre service documentaire que l'on a mis en place. La troisième chose, ça moi je connais par cœur en ayant la chance ou pas de vivre en région parisienne, régulièrement je prends ma voiture pour me déplacer. Alors un peu moins avec le Covid, mais régulièrement je prends ma voiture pour me déplacer, pour aller rencontrer des gens, des clients, des partenaires, etc. Pendant le temps où je suis dans les embouteillages, c'est difficile de prendre connaissance d'un document sur papier ou d'un document sur écran sans risquer d'emboutir l'arrière de la voiture qui me précède. Et c'est pas très compliant avec la sécurité routière. Ce que l'on peut faire peut-être, c'est tout simplement se transformer un document papier ou un document même textuel en document audio. Et comme les gamins, se faire tout simplement la lecture de son document pour en prendre connaissance. Un autre service voilà, que l'on a créé. Ensuite, on connaît tous notre difficulté à parler d'autres langues que le français
sur le territoire français, ou à peu près comme des vaches espagnoles. Et on reçoit dans un monde qui s'internationalise de plus en plus de documents dans diverses langues, qu'il est parfois délicat de comprendre. Qu'est-ce qui se passait si, de la même façon, je pouvais tout simplement traduire mon document à la volée en conservant sa mise en page, de façon à tout simplement en prendre connaissance, ou le transmettre à d'autres personnes qui ne parlent pas tout simplement anglais, par exemple. On est capable de le faire dans plus de 44 langues, en live, en quelques secondes chrono. Le dernier point où on nous a rabattu les oreilles depuis maintenant quelques années avec une chose qu'on appelle la RGPD. Le dernier point, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'ai besoin de transmettre des informations ou sur le document j'ai des informations sensibles, des informations dites personnelles qui sont là. D'habitude, ce qui se passe traditionnellement, c'est je vais m'armer d'un marqueur, je vais m'armer d'un Tipex, voilà, ou toute autre marque d'effaceur, et puis je vais me lire toutes les pages de mon document, et puis je vais aller caviarder au fur et à mesure les informations sensibles. Ça occupe certes des secrétaires, des assistants, etc. pendant de longues heures, mais je ne suis pas sûr de l'efficacité du processus. Qu'est-ce qui se passait si, grâce à de l'intelligence artificielle, je suis capable soudainement de lire mon document automatiquement, de repérer un numéro de carte bleue, une adresse postale, un numéro de sécurité sociale, un numéro de téléphone, et de le biffer directement sur mon document avant de le transmettre. C'est voilà un autre cas sur lequel on a travaillé. Tout ça, en fait, on est capable de les interrelier entre eux ensuite, ces microservices, et donc de complètement changer le document selon les usages pour lesquels il est destiné. Donc ça, c'est quelques exemples de services. On en a plein d'autres qui vont arriver, on travaille dessus en continu, bien sûr avec des startups aussi pour les logiques d'open innovation qu'on a évoquées tous au cours de la journée. Et bien souvent, en fait, j'entends, ouais, la transformation digitale, ça va me prendre du temps, ça va coûter super cher, etc. Et en fait, en œuvrant comme ça et en facilitant le quotidien des travailleurs avec des petites applications simples, c'est la preuve du contraire. C'est la transformation digitale se fait simplement avec des micro-services documentaires qui ne coûtent pas très cher, que l'on peut consommer à l'usage et qui permettent vraiment de simplifier la vie quotidienne de tout travailleur, peu importe où il se trouve, puisque ces microservices sont accessibles depuis n'importe quel type de périphérique. Voilà, c'est ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Cadence industrielle, oui. Bien sûr, ça peut le faire, et c'est tout l'intérêt, c'est-à-dire que, en fait, je suis pas obligé, avec ces microservices documentaires, je suis pas obligé d'acheter un photocopieur Xerox. Si je veux, on a tous un truc dans la poche qui ressemble à peu près à ça, qui s'appelle un smartphone. Et si je n'ai pas besoin d'une cadence de numérisation industrielle, en fait, le simple appareil photo de mon smartphone, je vais prendre mon document en photo, ma page en photo, et je vais de la même manière la transformer par ces microservices digitaux. Et j'ai pas besoin d'un photocopieur Xerox dans ce cas-là.
Absolument pas. En fait, c'est tout l'intérêt, c'est qu'on a décidé clairement et sciemment de faire sortir ces applications du photocopieur qui devient quelque part un outil à obsolescence programmée par la force des choses pour pouvoir fournir tous ces services sur d'autres périphériques qui ne sont pas forcément estampillés Xerox. Bien entendu. Tout à fait. Et c'est pour ça que je parle de device agnostique et qu'en gros, on va se plier en fait aux usages des personnes de façon à leur fournir le service en adéquation avec leurs attentes. D'autres questions? Eh ben, Merci beaucoup. je cède la place. On vous applaudit.